Bonjour et bienvenue dans Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Elisabeth Noir reprendra dès la semaine prochaine les rênes de ce rendez-vous du vendredi midi sur Radio Rythme Bleu, mais nous le relançons dès cette semaine en recevant le haut-commissaire. Patrice Faure, bonjour. Bonjour. Vous entrez en effet en période de réserve à l'approche de l'élection présidentielle dès ce soir et donc vous ne pourrez plus parler d'un certain nombre de sujets sur lesquels nous voulons pourtant vous entendre aujourd'hui, notamment la situation politique avec les récentes prises de position des indépendantistes ou encore la délinquance, alors que vous avez présenté hier le bilan de l'année 2021 en la matière. On va y revenir dans un instant. On est donc, si j'ose dire, dans la date limite avant la période de réserve. Elle correspond à quoi, cette période de réserve ? C'est une période où les serviteurs de l'État, le haut-commissaire que je suis, représentant de l'État, ne doit pas prendre de position, ne doit pas s'afficher avec le monde politique pour assurer la totale neutralité du scrutin qui s'annonce. Dans un premier temps, l'élection présidentielle, puis dans un deuxième temps, les élections législatives. Entre les deux, il y aura une petite rupture de période de réserve de quelques jours ou peut-être 2 semaines. Ce n'est pas encore défini, mais là, pour autant, un mois avant le premier tour, eh bien, je me dois de m'inscrire dans une période de réserve, comme c'est systématiquement le cas pour chaque élection. Alors, est-ce que c'est en raison de cette période de réserve que vous avez multiplié les visites sur le terrain ces dernières semaines ? Oui et non. Mon travail, c'est avant tout de servir le public, tous les publics. Alors évidemment, à travers les élus, puisqu'ils sont représentants de leur population, quand il s'agit des maires par exemple. Et donc, je préfère être sur le terrain pour voir quelle est l'ampleur des besoins, la volonté de la population, discuter avec les associations et écouter les conseillers municipaux, conseillères municipales, de façon à ce que je perçoive les priorités, puisque nous ne pouvons pas tout faire, mais pour autant nous faisons déjà beaucoup. Et donc dans ces premiers mois de l'année, ces premières semaines de l'année, il s'agit pour moi d'être sur le terrain et de palper les envies des uns et des autres afin de prioriser ce que nous financerons et les priorités que nous conduirons. Alors vous parlez là des visites communales essentiellement, mais vous avez visité aussi des projets ou des réalisations dans lesquelles l'État est engagé. Je pense par exemple encore récemment au chantier de l'école de police, c'était hier, financé à 100% je crois par l'État. Il y a d'autres visites que vous avez faites, c'est pour mesurer aussi l'avancée des travaux et des projets qui sont soutenus par l'État, que ce soit en participation ou en totalité. Tout à fait, d'abord c'est pour 2 choses. D'abord c'est pour montrer que l'État est là. Aux côtés des collectivités, aux côtés des institutions, et l'État est là également dans l'exercice de ses compétences. L'école de police, telle que vous voulez le dire aujourd'hui, effectivement est financée à 100%, mais c'est bien normal puisqu'il s'agit d'une école de police. Elle permettra par contre de former, outre les policiers et les gendarmes, les policiers municipaux. Donc c'est un élément important et structurant pour le territoire. Je suis allé voir l'avancée de ce projet, voir aussi le respect des coûts, parce que je note que parfois trop souvent peut-être, les coûts dérapent. Quand les projets sont évalués à 1 milliard, souvent on arrive à une facture de 4 milliards. Alors, c'est grave et très grave quand il s'agit des deniers de l'État, mais cela est encore plus d'un point de vue quand il s'agit des deniers de l'État, mais aussi des deniers des collectivités. Parce que quand l'État finance, mettons 30% d'un projet, c'est sur le montant à évaluer, mais nous ne bougeons pas le curseur en fonction de l'évolution des coûts, qui parfois sont le double, le triple ou le quadruple. Et donc, je voulais dire aussi aux élus, comme aux entreprises qui font bien leur travail, et aux bureaux d'études, qu'il faut faire attention. C'est le juste prix. Mais c'est aussi la bonne taille de l'édifice, par exemple, de l'ouvrage d'art, du bâtiment. Quand on a besoin d'une église, on n'a pas besoin de construire une cathédrale, parce que ce sont des frais de fonctionnement qui sont extrêmement coûteux et qui, au fil des années, appauvrissent les collectivités. Mais c'est aussi, et je le dis, l'une de mes priorités, c'est que, par exemple, l'indépendance énergétique, ça ne doit pas être le fait que de l'État. C'est aussi le fait d'une action collective, individuelle et collective. Individuelle, monsieur et madame tout le monde, quand on construit une maison, il faut s'efforcer d'y mettre des panneaux photovoltaïques et par exemple un chauffage solaire. Mais les collectivités, sur chacun des bâtiments publics que j'ai vus, pour le moment, il n'y avait pas de panneaux photovoltaïques, à part sur les bâtiments de l'État. De mon point de vue, en plus parce qu'ils sont cofinancés par l'État, ou voire défiscalisés, nous devons nous astreindre systématiquement sur les constructions publiques, d'y mettre suffisamment de panneaux photovoltaïques, par exemple, pour assurer l'autoconsommation, parce que ça a 2 vertus. Ça participe activement à l'indépendance énergétique, mais ça permet aussi de baisser drastiquement les coûts de fonctionnement. J'ai visité aussi 2 entreprises, avant-hier. Ces 2 entreprises ont posé des panneaux photovoltaïques sur leur toit et qui ont bénéficié de la défiscalisation. Et force est de constater que pour l'une, c'était moins 30% sur les charges et pour l'autre, moins 100% sur les charges. Vous voyez qu'en fait, c'est extrêmement important, c'est structurant.
Le territoire en a besoin, et aujourd'hui où malheureusement la situation internationale va nous conduire à avoir des coûts du pétrole et probablement du charbon par voie de conséquences excessivement élevés, eh bien l'indépendance énergétique et la production électrique par photovoltaïque, notamment complétée par évidemment l'hydraulique, est un élément essentiel dans la réduction du prix de production, mais aussi dans cette indépendance énergétique dont nous avons besoin. J'en reviens à ce que vous disiez sur les marchés publics et leur réalisation. Vous parlez de dérapage. On est dans l'ordre du dérapage, pas de l'illégalité. Écoutez, pour le moment, il est dans l'ordre du dérapage et le contrôle d'égalité, je leur ai demandé d'avoir une acuité particulière. Pour le moment, je ne le dis pas, je ne le pense pas, je ne l'espère pas, mais force est de constater qu'il y a parfois des dérapages qui peuvent s'expliquer entre quelque chose qui est prévu un peu modeste, qui in fine finit un peu gigantesque. Et évidemment, c'est normal que les prix dérapent. Pour autant, posons-nous la question du besoin exact. Et je pense qu'il y a une vraie révision de ce qu'est le besoin. Avant de venir dans ce studio, monsieur le haut-commissaire, vous avez co-présidé avec Louis Mapou le COTAF, le comité territorial antifraude. C'est typiquement ce genre d'instance qui peut aider à faire évoluer les choses et les pratiques. Je pense qu'effectivement, le COTAF, qui est une déclinaison de ce qui existe en métropole, le CODAF, est une structure partenariale avec l'ensemble des services de l'État, que ce soit de la direction des douanes, de la direction des services fiscaux, de la DDFIP, de la gendarmerie, de la police, du monsieur le procureur, bien évidemment, de la direction du travail et d'autres services du pays. Il s'agit de mettre en cohérence, en transparence, ce que nous détectons, ce que nous palpons pour éviter qu'il y ait des déviances. Alors c'est par exemple le travail illégal sur des contrôles coordonnés, planifiés. Il s'agit pour nous, et je l'ai répété tout à l'heure à l'occasion de cette réunion, qui était coprésidée par monsieur le président Mapou et monsieur le procureur, il ne s'agit pas pour moi, en tout cas jamais, de faire les poches des entreprises, des commerçants, de monsieur et madame tout le monde. Il s'agit effectivement d'exercer le contrôle. Pour bien l'exercer, il faut prévenir les gens. Quelqu'un qui est prévenu, c'est quelqu'un qui ne peut pas ignorer la loi et quelqu'un sur lequel, effectivement, on pourra être exigeant après. Et donc, j'ai souhaité que nous puissions communiquer largement sur ce qu'est le COTAF, sur l'ensemble des opérations qui ont été menées sur le terrain cette année et l'année dernière, et prévenir tout un chacun que celui qui embauche de façon illégale, en tout cas sans les déclarer, des employés, eh bien, s'expose à ce que l'État le bannisse des marchés publics pendant plusieurs années, par exemple. Alors, monsieur le haut-commissaire, nous allons, si vous le voulez bien, maintenant évoquer l'actualité politique. Les indépendantistes ont tenu plusieurs réunions le week-end dernier, notamment l'Union calédonienne et le PALICA. C'est la première fois qu'ils font publiquement part de leur positionnement. En résumé, ils estiment que les résultats de la troisième consultation sont politiquement, c'est le terme qu'ils ont employé, illégitimes. Ils réclament la tenue d'un nouveau référendum d'autodétermination et disent vouloir participer aux discussions à venir, mais pour parler uniquement d'accession à la pleine souveraineté. Et au passage, ils égratignent directement l'État qui serait responsable de cette situation. Qu'est-ce que tout ceci vous inspire ? Bien, écoutez, d'abord, ces paroles n'engagent que ceux qui les ont prononcées. En plus, il ne nous a pas échappé que dans chacun des partis, nous sommes dans une période électorale également, avec une désignation des présidences, des secrétaires généraux, etc. Et donc, dans toute campagne électorale, il y a le discours et il y a aussi les faits. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une posture de discours. Mais je n'ai pas à commenter ce que les uns et les autres, qu'ils soient indépendantistes ou non indépendantistes, veulent affirmer devant leurs troupes, devant leurs adhérents, parce que parfois, ils ont du mal à maîtriser leur jeunesse. D'ailleurs, l'un des partis l'a dit lui-même. Et donc, il y a un discours à apporter pour essayer de rassembler. On ne peut pas le reprocher. Pour autant, j'attends de voir si ces propos, qui sont parfois excessifs, il faut le dire, notamment en se référant malheureusement à un président d'un pays qui vient de déclarer la guerre à un autre. Je pense que c'est très excessif. En tout cas, pour moi, ce n'est pas synonyme d'ouverture de porte, mais plutôt de fermeture. Donc on verra l'évolution des choses au fil des jours, au fil des semaines, et j'espère, et c'est peut-être un appel à celles et ceux qui vont se lancer dans les campagnes, c'est que les propos excessifs, en général, engendrent des propos encore plus excessifs. Ne rentrons pas dans cette dynamique qui est destructrice et qui ne permettra pas de construire l'avenir du territoire. Bien au contraire, apaisons les propos, apaisons le dialogue,
apaisons les échanges afin qu'il y ait des échanges justement pour que nous puissions construire ensemble le pays de demain. Alors, il y a les propos, il y a les postures, mais il y a aussi les propositions. Quand un parti dit on ne reconnaît pas politiquement le résultat du référendum, on en veut un autre, c'est une question qui est posée ou elle n'est pas posée? Écoutez, en tout cas, c'est pas à moi d'y répondre. Et comme le Premier ministre l'a accepté, ainsi que le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, il y a une pause aujourd'hui dans ce débat qui a été voulu par celles et ceux qui aujourd'hui justement remettent en question la validité du troisième référendum, qui est il y a une pause dans les débats et dans les discussions jusqu'après les élections. Donc faisons cette pause. Ça augure pas mal forcément de ce qui se passera ensuite. On verra. On verra. En attendant, dans cette pause, l'État continue de travailler et de préparer les discussions. On sait que vous avez lancé 2 audits, l'un sur le bilan de l'accord de Nouméa, l'autre sur l'état de la décolonisation. Où est-ce qu'on en est sur ces audits ? Nous sommes en train de rédiger les clauses des marchés publics, puisque ce sont des marchés publics d'entreprises qui feront ces audits, puisqu'il ne s'agit pas pour nous que, justement, nous puissions être, en tout cas, vus comme juges et partis. Donc, pour nous, il s'agit d'abord de définir... Pour éviter ce qui s'était passé avec le document du oui et du non, d'une certaine façon ? D'une certaine façon, effectivement, même si, à Paris, je me rappelle que tout le monde avait salué, comme un seul homme, la qualité de ce document. Bon, une fois ici, le discours a un peu changé, mais a priori, c'est une habitude locale. Non, il s'agit de faire part à l'ensemble des parties des questions qui peuvent être posées, de façon à ce que cet audit serve à tout un chacun, à l'ensemble des partis, bien évidemment, à l'ensemble des citoyens. Il s'agit d'objectiver les choses et de ne pas interpréter les choses. C'est une base de départ, une base de travail qui doit permettre aux Calédoniennes et aux Calédoniens, à leurs représentants élus, de définir le projet qu'ils voudront présenter à ce référendum de projet en 2023. Et alors, dans le même temps, vous avez lancé une consultation publique auprès de la population calédonienne. On sait qu'il y a déjà eu une consultation publique avant le troisième référendum. À quoi tout cela va-t-il servir ? Eh bien, c'est toujours un matériau supplémentaire. Il s'agit vraiment c'est une volonté affirmée du ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, de permettre à tout un chacun d'exposer sa vision des choses, parce que ça doit nourrir le débat. Il ne s'agit pas de construire le pays entre nous. Et puis, ce n'est pas l'État qui le fera. Et là, nous avons souhaité, le ministre de l'Outre-mer a souhaité de factualiser les choses sur des sujets extrêmement importants, comme le destin commun et le défi du vivre ensemble, la place de la coutume et les questions foncières, la réduction des inégalités et la solidarité, l'égalité entre les femmes et les hommes, l'environnement et le climat, l'éducation, la place de la Nouvelle-Calédonie dans sa zone pacifique et d'autres sujets qui pourraient émerger des membres de la société civile. Et donc, nous attendons cette participation. Elle est ouverte. Il y a une boîte mail qui a été ouverte, notre-avenir-nc@nouvelle-calédonie.gouv.fr. Et là, pareil, nous sommes en train de rédiger les clauses d'un marché public pour qu'il y ait une synthèse faite par une entreprise, de façon à ce que nous ne puissions pas être accusés, là non plus, d'être partisans pour l'un ou l'autre des camps, ou l'une ou l'autre des propositions. Bien au contraire, il s'agit de poser les choses de façon factuelle et apaisée, afin que tout le monde puisse s'en nourrir pour construire l'avenir. La décision qui devrait être prise sur le futur projet de la Nouvelle-Calédonie sera une décision prise par les responsables politiques en Calédonie. Est-ce que vous ne craignez pas que ça crée un fossé entre les aspirations peut-être de la population civile et des politiques qui n'ont pas forcément envie d'entendre tout ce qui est exprimé ? Oh non, mais je pense que les élus ont conscience qu'ils construisent le pays pour leur population et pas pour eux. Donc je ne le pense pas. Je pense qu'il y a une nouvelle vision à avoir, que j'appelle l'assaut. C'est sûrement mes origines militaires qui font ça. On va à l'assaut. C'est d'abord porter une ambition. Alors ça peut être une ambition pour l'autonomie alimentaire, ça peut être une ambition pour l'indépendance énergétique, ça peut être une ambition pour le monde maritime, la protection du lagon, ça peut être une ambition pour l'habitat. Ensuite, de cette ambition, on doit définir une ou des stratégies. Comment on le fait, dans quelle étape, qui le fait. Et de cette stratégie découlera une organisation. Et de cette organisation... nous devrons faire une évaluation. Souvent, mais parce que c'était aussi le fondement de l'accord de Nouméa qui a permis à tout un chacun d'exercer des compétences, d'exercer le pouvoir, ce qui était important. On voit bien qu'il est important pour les uns et les autres d'avoir eu la possibilité d'exercer tout ou partie de compétences ou de pouvoir, de façon à ce qu'on s'aperçoive que ce n'est pas aussi facile que ça,
et qu'on n'est pas forcément exactement sur l'objectif qu'on s'était fixé, mais ça c'est bien normal. Et il s'agit de le factualiser, pas d'accuser les uns et les autres d'avoir mal fait ci ou ça, y compris l'État d'ailleurs. Le sujet n'est pas là. Mais je pense que si on part de l'ambition, qu'on en définisse des stratégies qui découlent d'une organisation et qu'il y ait une évaluation, parce que je pense que c'est ce qui a le plus manqué dans l'accord de Nouméa, c'est l'évaluation. Et c'est pour ça que cet audit de l'accord de Nouméa est important. Je pense qu'on arrivera sur des choses plus rationnelles, probablement plus économes et plus efficaces. C'est quasiment une méthode que vous venez d'édicter. C'est une idée. La méthode, c'est pas à moi à la mettre sur le tapis, c'est avec les élus qui sont représentatifs de la population, d'y travailler. Mais j'ai l'intime conviction que tous veulent construire le pays et pas forcément construire une organisation qui correspond à des aspirations de l'addition de celles et ceux qui sont élus. Je ne le pense pas, je ne l'imagine pas. Et je leur fais confiance. Vous avez parlé, et vous l'avez dit, peut-être d'un projet ou d'une solution qui soit plus économe. Vous trouvez aujourd'hui que la Calédonie vit au-dessus de ses moyens ? Enfin bon, c'est pas moi qui le dis, c'est que tout le monde le dit. Effectivement, la Calédonie a pris un certain nombre d'habitudes. En même temps, la réalité n'est pas vérité. On voit bien, quand je discute avec un nombre d'entrepreneurs que je rencontre assez souvent, certains me disent « Ah là, en 2011, c'était vachement bien, etc. J'avais une entreprise de 400 employés. Aujourd'hui, on n'est plus que 60 ou 50 ou 70. » Oui, c'est vrai. Mais c'était à des moments où on construisait des usines, où il y avait des centaines, voire des milliers d'emplois qui étaient créés. Et donc, ça, c'était un pic. Un pic, et le pic, c'est pas le droit commun, c'est pas la réalité de 270 000 habitants. Mais en même temps, c'est extrêmement important. Et c'est pour ça aussi que je pense que les travaux que nous devons mener collectivement, avec les collectivités et l'ensemble des ministères nationaux, c'est de linéariser la commande publique, partant du principe du constat des besoins du territoire, en ouvrage d'art, en route, en structure médicale peut-être, dans les collèges, les lycées, etc. De façon à ce que nous puissions linéariser réellement la commande publique sur 10, 20 ou 30 ans, qui conduira à ce que nous ayons une vraie gestion prospective de l'emploi et des formations, une GPEC. Ça permettra quoi ? Ça permettra d'abord de linéariser l'abondement des budgets des uns et des autres, qui définiront un ensemble de constructions et qui permettront de définir les formations, le nombre d'emplois, et donc d'accompagner la jeunesse dans le travail, dans l'emploi et donc dans la société. Et ça surtout dans la durée, puisque les pics et les creux, en fait, les pics permettent aux uns et aux autres de gagner un peu d'argent pendant un temps, mais souvent très réduit, et puis in fine, après, de se retrouver dans l'embarras pendant un temps qui est souvent un peu plus long. Et donc ça, c'est vraiment un travail de fond que nous devons mener, afin de prioriser ce qui devra être fait sur l'ensemble du territoire et pas uniquement par commune, par province, de toute façon à ce qu'il y ait une cohérence et un suivi transparent de ce qui peut être fait et de ce qui sera fait. Alors Patrice Faure, autre dossier important dont nous voulions parler avec vous, c'est le dossier de la délinquance. Vous avez dressé le bilan hier de l'année 2021 avec les services de police et de gendarmerie et le procureur de la République. Vous savez que c'est un sujet sensible pour les Calédoniens. Vous parlez d'un bilan satisfaisant et pourtant quand on regarde, il n'y a qu'un seul chiffre qui baisse, c'est celui des atteintes aux biens, alors que d'autres types de délinquance progressent, notamment les vols de voitures ou les violences conjugales. Alors on peut parler en termes de délinquance d'un bilan satisfaisant ? Oui, parce que depuis 2 ans, nous avons enrayé cette croissance fulgurante de la délinquance, qui n'atteint pas les sommets que certains territoires connaissent, dans les territoires voisins, de pays étrangers ou dans certaines banlieues, loin s'en faut. Mais force est de constater que cet accroissement est enrayé puisque nous sommes en diminution. Alors évidemment, vous allez me dire, mais le vol de voitures continue d'augmenter. C'est vrai. C'est comme l'indice des prix et l'augmentation des fruits et légumes. Et on ne comprend pas toujours comment ça fonctionne, quoi. Ah non, mais vous avez raison. Mais en même temps, il faut aussi que nous ayons le moyen sur le territoire de lutter efficacement contre le vol de voitures. Ça passe notamment par la mise en œuvre d'un dispositif qui ne peut pas être mis en œuvre aujourd'hui parce que le territoire a choisi de ne pas avoir un système d'immatriculation qui est conforme à celui qui se fait en France métropolitaine, et que donc les dispositifs qui existent, qui sont à notre disposition, ne fonctionnent pas. C'est ce qui s'appelle le LAPI, la lecture automatique des plaques d'immatriculation, qui permet, en équipant l'ensemble de nos véhicules, de forces de l'ordre, mais aussi de mettre des radars fixes ou mobiles, de détecter, lorsqu'on les croise sur la route ou lorsqu'elles passent devant un radar, automatiquement les véhicules volés, ce qui nous permet d'intervenir au plus vite et d'intercepter évidemment les voleurs, mais de restituer les véhicules avant qu'ils ne soient incendiés. Donc là, nous avons entrepris un travail de fond avec Paris, d'abord,
pour essayer d'adapter ces logiciels. Il faut que nous fassions le même travail ici sur le territoire, de façon à ce que les systèmes informatiques soient compatibles et que la base de données qui, elle, est détenue par le territoire soit accessible aux forces de l'ordre, de façon à ce que nous puissions intervenir efficacement. Et cette mesure sera efficace. Mais aujourd'hui, je ne peux pas mettre un gendarme derrière chaque voiture, des gendarmes tout le long de chacune des routes. C'est pas possible parce qu'ils ont aussi d'autres travail à faire. Et vous avez vu que la délinquance générale a décru d'environ 4%, d'un peu plus de 4%. C'est parce qu'ils sont sur le terrain et on ne peut pas les mettre uniquement à la recherche des véhicules volés. Alors, pas de gendarmes tous les kilomètres, on l'a bien compris. Pour autant, une volonté de mettre plus de présence de forces de l'ordre sur le terrain au quotidien, parce que c'est un moyen à la fois de rassurer la population, mais aussi de prévenir de la délinquance. C'est mon ambition, c'est ma volonté, c'est celle que j'avais eue en Guyane, c'est celle que j'ai eue dans le Morbihan, c'est que nous avons un problème générationnel où les gens ne se parlent plus. Alors c'est vrai de la population vis-à-vis des gendarmes vis-à-vis de la population vis-à-vis des policiers vis-à-vis de la population, vis-à-vis des élus, entre nous, au sein du corps préfectoral. C'est parce que la société a changé. Je pense qu'il faut que nous changions la société. En tout cas, les agents publics doivent retrouver le dialogue sympathique, aller boire un café avec un élu, aller boire un café avec un commerçant, lui demander comment ça va, percevoir quel est le pouls de la société, percevoir quels sont leurs besoins, rassurer parce qu'on est vu et être vu pour rassurer. Et donc j'ai donné cette consigne aux gendarmes, aux policiers. Je pense qu'outre-mer, beaucoup plus qu'ailleurs, nous avons besoin d'être plus près, en contact avec la population. Et ça, c'est une première consigne que j'ai donnée et je vais vérifier sur le terrain qu'elle soit bien exécutée. Mais je veux saluer devant vous, et je prends un témoin l'ensemble de vos auditeurs, le travail de terrain des policiers et des gendarmes qui parfois mettent leur vie en danger. Ici, le nombre d'armes qui circulent est exceptionnellement haut par rapport au volume de la population. Les gens s'alcoolisent énormément et dans des proportions qui dépassent l'entendement. Et souvent, ça conduit à ce qu'il y ait des exactions et que des forces de l'ordre soient prises à partie. Ça a été le cas avant-hier. C'est pour ça que j'ai fait monter 2 véhicules de l'avant blindé et 2 VBRG aujourd'hui à Koumac, avec une idée assez ferme de mettre un terme à ces exactions. Les forces de l'ordre ont été victimes de tirs ciblés. Je ne peux pas le supporter, je ne le supporterai pas. Et je veux dire à toutes celles et ceux qui tenteront en tout cas d'attenter à la sécurité ou à l'intégrité physique des personnels publics, qu'ils soient de la police, qu'ils soient de la gendarmerie, qu'ils soient des policiers municipaux ou d'autres fonctionnaires, quel que soit le fonctionnaire et quelle que soit la fonction publique, je serai là devant eux pour les traquer. Parlons un instant, si vous voulez bien, des violences conjugales. Elles ont explosé l'année dernière, plus 12%. Alors évidemment, c'est parce que, vous allez me dire, la parole se libère, parce qu'il y a des dispositifs pour permettre aux personnes victimes de ces violences de se manifester. Ça reste un vrai problème de société en Calédonie ? Oui, la proportion est beaucoup plus élevée ici que la moyenne nationale. C'est un problème de société. En même temps, je me veux plutôt positif. Effectivement, la politique publique menée par Mme Schiappa depuis plus de 2 ans porte ses fruits. Il y a une libération de la parole, c'est une évidence, qui a conduit à une augmentation de la statistique, c'est une évidence aussi. En même temps, ça n'explique pas tout, ici en Calédonie. Force est de constater que les violences familiales, intrafamiliales, sont bien plus nombreuses ici qu'ailleurs. En même temps, la prise de conscience, de mon point de vue, est extrêmement rapide. Et donc, c'est pour ça que je suis assez positif. J'espère être dans l'année très positif. Assez positif parce que c'est de ceux qu'on n'attendait pas, en tout cas que certains n'attendaient pas. Le Sénat coutumier, par exemple, a pris le sujet à bras-le-corps et l'a dit très ouvertement jeudi dernier, à la Journée internationale du droit des femmes. Et donc là, je veux saluer ce qui paraissait impensable pour certains, ce que nous attendions, et ce qui est arrivé, et c'est très bien. C'est aussi le travail exceptionnel de l'ensemble des associations, mais aussi de nombreuses communes qui se sont lancées dans une politique d'accompagnement, de prise en compte, de tutorat. Parce que certes, il y a la problématique de l'immobilier, parce qu'il faut loger ces femmes qui ont été parfois sorties de leur tribu, de leur maison, et les accompagner aussi dans l'emploi, dans la formation, parce qu'il faut pouvoir les réinsérer. C'est tout le travail que nous allons mener cette année avec le monde associatif, avec les collectivités, de façon à ce que cette difficulté, cette problématique, ces victimes soient prises d'un bout à l'autre,
tant par le transport, l'accompagnement des enfants, parfois, mais aussi la garde des enfants pour que la maman puisse aller se former, jusque dans l'emploi, de façon à les réinsérer, y compris, in fine, dans l'immobilier. Alors pour lutter contre la délinquance en général, un certain nombre de communes font appel à l'État. On pense à Coumac par exemple, où vous avez autorisé la mise en place d'un couvre-feu qui rentre en vigueur ce soir, je crois, pour les mineurs. Il y a des communes aussi qui sollicitent pour la mise en place d'un CLSPD, un conseil local de prévention de la sécurité, de la délinquance. Vous allez accompagner toutes ces communes qui se tournent vers vous quand il y a des problèmes de sécurité ? Toute commune qui a la volonté de travailler sur la prévention de la délinquance sera bien évidemment le bienvenu. Alors, le dispositif ne sera pas forcément le même que dans les communes avec une forte population. Pour autant, il y aura un dispositif. Nous accompagnerons ces collectivités parce que la délinquance, c'est en fait le résultat d'un certain nombre de choses qui n'ont pas fonctionné, et notamment la prévention. Et donc, il faut que nous fassions absolument l'effort sur la prévention. Il n'y a pas que la prévention, il y a l'accompagnement aussi contre la récidive. En fait, accompagner quelqu'un qui a été jugé, qui a été condamné, qui a purgé sa peine. Il a purgé sa peine, donc nous devons l'accompagner de façon à ce qu'il se réinsère, de façon à ce qu'il ne soit pas dans une situation où la seule porte de sortie soit la récidive. Donc la prévention de la délinquance sera également le fil conducteur de notre action au cours de l'année 2022, en accompagnement évidemment des collectivités et avec le soutien d'un certain nombre d'associations. Alors, il a été beaucoup fait en matière de prévention sur la sécurité routière et on voit que les choses ont du mal à évoluer. On a l'impression d'être devant un problème que personne ne sait comment résoudre finalement parce que soit il y a plus de contrôle, soit il y a plus de prévention. Malheureusement, le nombre de morts ne diminue pas chaque année sur les routes calédoniennes. Comment faire ? 50 morts sur les routes en Nouvelle-Calédonie en 2021 contre 37 en 2020. C'est 17 depuis le 1er janvier. C'est 17 de trop. C'est une surreprésentation des 18-24 ans. Ils sont malheureusement extrêmement majoritaires. C'est quasiment systématiquement sans ceinture. Et c'est trop souvent avec une alcoolémie hors norme. Et maintenant, et malheureusement, doublé d'une consommation de stupéfiants. Ce n'est plus possible. Alors, il y a effectivement la vitesse, mais il y a souvent, et malheureusement, l'alcoolémie, la très grande alcoolémie, et l'absence de ce port de la ceinture de sécurité qui est rentrée dans les mœurs dans tous les départements métropolitains et d'outre-mer, sauf a priori ici. Et donc là, il y a vraiment une éducation, une rééducation à mener avec le président du gouvernement, avec le membre du gouvernement en charge notamment des transports. Nous allons entamer une série justement de formation, de sensibilisation auprès des plus jeunes, puisque force est de constater que après de plusieurs années, voire dizaines d'années de tentatives, nous n'avons pas réussi, nous, État et collectivités, le pays, puisque c'est sa compétence, à éduquer ou rééduquer les adultes. Alors nous allons essayer d'éduquer les enfants, les plus jeunes, des petites écoles, en passant par le collège et le lycée, en espérant que ceux-ci arrivent à convaincre leurs parents, convaincre qu'ils voudraient garder leurs parents, ils voudraient pouvoir leur offrir aussi des petits-enfants, et en ne respectant pas le code de la route, ils pourraient prendre le risque de s'en priver. Malheureusement, c'est 17 familles endeuillées depuis le début de l'année, c'est 17 fois trop. Monsieur le commissaire, pour terminer, évoquons la situation sanitaire en Calédonie, si vous le voulez bien. Il y a un certain nombre de mesures qui ont été allégées, notamment la septaine à l'arrivée en Calédonie. On est toujours en état d'urgence sanitaire. Elle a été déclarée le 3 février dernier, je crois. Alors, cet état d'urgence sanitaire, il va se prolonger jusqu'à quand ? Nous sommes en train de surveiller cette décroissance constante du taux d'incidence que nous avons lié bien évidemment avec la pression sur le monde hospitalier. Force est de constater qu'il n'y a presque plus. Pour autant, vous avez remarqué qu'il y a un nouveau variant qui apparaît dans tous les États voisins, mais aussi évidemment sur l'ensemble des pays du monde. Et donc il s'agit de ne pas se précipiter. Aujourd'hui, certes, nous sommes en état d'urgence, mais beaucoup de choses ont été libérées. On ne porte plus le masque à l'extérieur. Il y a beaucoup moins de contraintes. Et donc, il ne s'agit pas de confondre vitesse et précipitation. Nous sommes aux aguets. Je veux vraiment tirer mon chapeau à celles et ceux de la DAS, de l'ensemble du monde hospitalier et sanitaire, médecins, infirmiers, chirurgiens, réanimateurs, mais aussi tous les accompagnants qui ont fait un travail exceptionnel, admirable jusqu'ici. Et ne lâchons pas trop la bride sur ce sujet-là parce qu'il ne faudrait pas que nous nous retrouvions en mai ou en juin avec une nouvelle épidémie parce que nous aurions oublié ou certains auraient oublié de faire la 3e ou la 4e dose
ou que certains auraient pu penser que en fait, il ne servait plus à rien de se faire vacciner. On ne sait pas ce qui peut arriver. Il faut être vigilant. Je ne pense pas que le territoire, je ne pense pas que les institutions, je ne pense pas que les commerçants, les entreprises aient encore envie et besoin d'une nouvelle période de crise Covid. J'en suis même intimement persuadé. Donc nous restons vigilants, le gouvernement national reste vigilant, et c'est pour ça qu'il ne se presse pas pour retirer le territoire de la liste des territoires ou les départements en état d'urgence sanitaire. Pas de carabistouille entre nous sur ce sujet. Il s'agit de dire la vérité. La vérité, c'est que nous devons rester vigilants. Nous le sommes et nous le serons encore demain et après-demain. En souhaitant évidemment que l'année 2022 marque la fin de la pandémie. Bien évidemment. Alors on peut espérer que ces nouveaux variants qui, certes, sont de plus en plus contagieux, mais ne sont de moins en moins agressifs, permettent in fine cette immunité collective. On peut l'espérer, mais on n'est jamais sûr de rien. Monsieur le commissaire, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Transparence ce midi. Merci à vous. Et on vous retrouvera donc à la fin de la période de réserve probablement. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous.